Eh bien, écoutez, je suis très heureux et ravi d'être là parmi vous pour vous présenter l'agriculture française vue par jeunes agriculteurs. Et puis, je vais aussi vous faire un rapide exposé un peu de comment est né Jeune Agriculteur et voir un peu aussi, pourquoi pas, les similitudes que l'on a entre la France et le Québec, parce que j'ai été, faut se rassurer, très bien accueilli depuis lundi. Par l'équipe à Julie, par l'équipe de Marcel. Et ça, je tenais à vous remercier. J'ai eu l'occasion hier après-midi d'aller faire un petit tour dans une exploitation. Et ça permet de voir un petit peu l'agriculture québécoise. Du coup, ça m'obligera à revenir soit au printemps, soit l'hiver. On verra un petit peu comment on reviendra, mais ça reviendra. Et puis, je pense que d'autres jeunes me suivront. Donc ça, c'est avec grand plaisir que l'on reviendra. Donc je tenais à tous vous remercier pour votre accueil. Alors je vais vous présenter un petit peu l'agriculture française et puis après on parlera aussi un petit peu des problématiques et du lien qu'on a aussi avec la population et puis les autres syndicats agricoles. Donc, impeccable, ça marche. Donc alors, Jeune Agriculteur. Donc Jeune Agriculteur, elle trouve son origine dans les années 1850, où là on a vu les premières formes d'organisation agricole mutuelle au niveau local. Donc nous, le niveau local, c'est la commune au niveau français, voire aussi les regroupements de communes qu'on appelle des communautés de communes et des cantons. Donc ensuite, on est suivi plusieurs lois agricoles, et avec notamment ce qui nous a marqué, nous, pour Jeunes Agriculteurs, en 1929, la constitution de la jeunesse agricole catholique. S'ensuit la Seconde Guerre mondiale, qui nous a quand même fortement impacté, nous, le monde aussi agricole. Et pour relancer l'agriculture française, l'ensemble de l'agriculture française s'est retrouvé au sein de la Confédération générale de l'agriculture, pour justement relancer l'agriculture française, avec notamment aussi l'aide des Américains. Ça, là-dessus, on doit leur reconnaître cette qualité de nous avoir aidés. Et en même temps, les jeunes ont eu l'envie de créer un cercle des jeunes agriculteurs, donc en 1947, pour se retrouver spécifiquement au sein de cette confédération. En 1954, cette confédération disparaît et on a eu l'envie, les syndicats, les mutuelles se sont séparés, et donc le cercle des jeunes agriculteurs s'est constitué en 1954, et là on a eu un protocole d'accord avec la FNSEA, c'est-à-dire que la FNSEA était d'un côté et la partie et sa section jeune s'est émancipée de l'autre pour avoir une structure à part. Donc en 1957, on passe d'un statut d'association à un statut de syndicat, et on crée le CNJA, donc le Centre national des jeunes agriculteurs. Et puis, les années faisant, on a eu besoin aussi un petit peu d'avoir une modernité dans notre nom aussi. Et donc, on est passé du CNJA à Jeunes Agriculteurs. Donc, comme ça, c'était beaucoup plus lisible pour tout le monde. Alors, au niveau de notre réseau, on est assis sur une base de 50 000 membres. Donc, dans les membres, on a à la fois des cotisants puis un petit peu des sympathisants, c'est-à-dire des personnes qui n'ont soit pas l'âge de cotiser, soit souhaitent nous soutenir encore après leur arrêt. Alors justement, Jeunes Agriculteurs en France, on peut y adhérer, on peut sympathiser, mais pour avoir des fonctions électives et pouvoir être responsable syndical, il faut avoir 18 ans et au maximum 35 ans. Alors c'est l'âge que j'ai, 35 ans. Dans quelques semaines, je vais avoir 36, donc je vais avoir passé la barre fatidique. Et donc mes fonctions s'arrêteront en juin 2020 à l'occasion de notre congrès à La Baule. De ces 50 000 adhérents, on est 2800 structures locales. Donc les structures locales, je vous rappelle, c'est les communes ou les regroupements de communes. 95 structures départementales, donc à la fois toute la partie métropolitaine et les parties d'outre-mer, donc la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe essentiellement. Ensuite, nous avons 14 structures régionales. Donc les structures régionales, elles sont présentées sur la carte, et on a aussi la structure outre-mer, où tous les départements d'outre-mer sont regroupés sur une structure régionale. Enfin, la structure nationale, qui puis chapeaute l'ensemble des régions.
Et une petite particularité, c'est le CEJA, donc ça c'est le Centre européen des jeunes agriculteurs, où là l'ensemble des syndicats jeunes agricoles se retrouvent régulièrement à Bruxelles, voilà, pour porter des dossiers au niveau européen. La France y est très active, parce qu'on est en Europe, avec les Belges, on est l'une des organisations les plus importantes, on est l'une des mieux structurées, indépendantes de nos syndicats aînés. Et c'est pour ça qu'on y est très investi. On a plusieurs représentants, on a 3 représentants. Et dans ces 3 représentants, on a un poste de vice-président qui a en charge des régions d'Europe. Donc voilà, c'est assez important. Le travail que l'on y pousse, c'est surtout sur le renouvellement des générations, sur la politique agricole commune. Et c'est vraiment l'axe majeur que l'on prend au niveau du CEJA. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu aussi dans la présentation sur ce que l'on y fait. Alors, nos 50 000 membres, on a des missions vraiment importantes pour eux. On a 2 fondamentaux, c'est assurer le renouvellement des générations en agriculture, donc ce que vous appelez la relève agricole ici, et défendre les intérêts des jeunes agriculteurs. On s'est fixé 4 missions pour répondre à ces 2 fondamentaux. Former les futurs responsables syndicaux, donc dans chaque département, chaque canton, les jeunes qui souhaitent s'investir, prendre des responsabilités, on leur met à disposition des formations, alors que ce soit sur des projets, sur de la communication, sur le volet économique, sur le volet social, pour aider aussi les jeunes à s'installer plus tard et à répondre aux différents défis du métier d'agriculteur français. Communiquer sur le métier d'agriculteur, donc là c'est très important. On l'a peut-être délaissé à une époque dans le monde agricole français pour répondre aux défis actuels. Alors c'est par les réseaux sociaux, mais pas que, sur les actions sur le terrain. J'y reviendrai un petit peu à la fin de la présentation sur la partie vraiment communication, où là on a un savoir-faire chez les jeunes agriculteurs que nos aînés n'ont pas. C'est qu'on a certainement, ça doit être inscrit dans les gènes des jeunes, de pouvoir communiquer et de parler à nos concitoyens de façon franche et claire. Le deuxième pilier, 2 missions principales, donc proposer des idées novatrices et animer le tissu rural. On s'est fixé comme objectif de ne pas toujours se défendre chez les jeunes agriculteurs. Se défendre, certes, c'est bien, mais quand on fait que se défendre, on perd un petit peu du terrain. Si on veut être offensif et relever tous les défis et gagner les batailles, il faut qu'on propose des idées novatrices au gouvernement, à nos aînés, convaincre les personnes, nos OPA, les banques, les assurances, les coopératives, pour justement proposer de nouvelles choses. Et ça, c'est un de nos enjeux. Et tous les ans, on crée un rapport d'orientation qui est demandé, travailler avec le réseau. Donc c'est un document de 50-100 pages où on a tout un tas de propositions sur un sujet donné. Nos événements. Donc c'est très important pour jeunes agriculteurs. Donc je vais vous les détailler rapidement. C'est à la fois des événements avec notre réseau, avec nos membres, où là on travaille nos idées, le rapport d'orientation, les sujets d'actualité, comment préparer tel ou tel dossier, un petit peu à l'image de ce que vous venez de présenter sur vos motions. Alors nous, ça dure plus longtemps. Le rapport d'orientation, c'est un exercice démocratique très, très fort au sein de notre réseau. C'est sur une après-midi, normalement, dans l'ordre du jour, mais généralement, c'est le mercredi de notre congrès. On commence à 14 h et on finit en général vers minuit, 2 h du matin, le temps d'amender l'ensemble du rapport. Donc, et ça, il y a une petite pause, généralement, mais vraiment très courte. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'amendements à traiter. On traite en général 150 amendements qu'on débat ensemble de réseau. Donc, c'est un peu à l'image de l'Assemblée nationale qu'on a chez nous. Donc, on a les députés dans la salle et nous à la tribune qui ouvrons les débats. Donc ça, c'est important. Ça se fait lors de notre congrès national en juin, où là, vraiment, c'est nos représentants des régions et des départements qui nous challenge et qui nous secouent un peu les puces et qui parfois nous mettent un peu des coups de pied au derrière. Mais ça fait du bien, c'est normal, c'est important. Alors on a un autre événement qui explique aussi ma présence aujourd'hui, c'est l'université d'hiver. Elle a lieu en ce moment, alors novembre-décembre, où là c'est l'ensemble des présidents et secrétaires généraux de chaque département qui se regroupent pour traiter des sujets purement syndicaux. Et donc notre président Samuel Vandal
préside aussi l'université d'hiver. Donc voilà, il avait été aussi invité, mais dû à l'université d'hiver, il ne pouvait pas venir. Donc j'ai la lourde tâche de le remplacer. Mais c'est un très grand plaisir. Donc voilà, ça c'est un petit peu le même fonctionnement que le Congrès national, mais vraiment typé que action syndicale et un peu prospection d'une année. Alors ensuite, on a 2 événements. La session RGA, donc c'est la session renouvellement des générations agricoles. Celle-là, elle va avoir lieu en janvier-février, où là, on regroupe vraiment que les responsables qui s'occupent de l'installation des jeunes sur le terrain. Et donc, dans l'installation des jeunes, c'est vraiment de les mettre en route dans le métier d'agriculteur et de voir un petit peu ce que l'on peut faire pour mieux les accompagner. Alors, par des formations, par des financements, par le suivi de l'installation. Donc, c'est ça que l'on travaille pendant 3 jours. Et le premier événement que vous avez, donc là, c'est les terres de Jim. Alors ça, c'est un événement de communication grand public qui a lieu donc tous les ans dans un département, et puis ça tourne tous les ans, c'est jamais au même endroit. Et là, on communique avec l'ensemble de la population. Donc c'est co-organisé échelon national, échelon départemental. Ça regroupe à peu près 100 000 personnes sur 3 jours. Donc ça, c'est vraiment important et c'est un bel événement de communication. Et donc chaque département souhaite tous les ans lui donner un thème. Voilà sur les grandes lignes le fonctionnement de notre organisation. Là, je vais vous présenter un petit peu la situation française qui est complexe. Alors en France, c'est toujours compliqué. Même quand les choses peuvent être très simples, c'est souvent très, très compliqué. C'est un petit peu notre caractère français, je crois. Et donc ça, il y a des choses des fois qui sont très simples, mais voilà, même nous des fois on arrive des choses très simples, on arrive à les complexifier parce qu'on a aussi une diversité des modèles qui fait que ça complexifie les choses. Alors, en quelques mots, on est confronté en ce moment en France à un climat à la fois social qui est très compliqué. Alors toute profession confondue, on a un vrai tournant de notre société française. Et plus particulièrement sur le monde agricole, on est très partagé entre des demandes de consommateurs de toujours manger plus sain, moins de produits phyto, plus de bien-être animal, mais en ayant une alimentation qui est toujours moins chère. Et ce qui a provoqué aussi des situations chez les agriculteurs qui se fragilisent financièrement, moralement aussi. Et du coup, nos producteurs, toute production confondue, de la viticulture, du maraîchage, de l'élevage, de la grande culture, ils sont vraiment un petit peu partagés entre ces deux visions, c'est-à-dire une alimentation pas chère, mais de meilleure qualité et respectant ce que l'on appelle, nous, la montée en gamme, c'est-à-dire respecter les défis environnementaux. On est face, nous, les jeunes générations, à une situation démographique très ambigu, ça veut dire qu'on n'a que 6,5% des agriculteurs qui ont moins de 35 ans, européens, là c'est au niveau européen, et on va avoir un renouvellement de génération très important à avoir dans les 10 prochaines années. On va quasiment avoir un tiers de la population agricole qui va partir à la retraite dans 10 ans, et donc on a ce challenge-là de pouvoir répondre à cette situation. Alors on est face à quelque chose que peut-être vous commencez aussi à connaître ici au Québec, que nous on connaît depuis maintenant bien 5 ans, c'est l'agribashing. C'est un petit peu voilà, la mise en cause systématique des pratiques des agriculteurs, que l'on fasse de mieux en mieux, on est toujours remis en cause avec des reportages à charge, et du coup ça enclenche derrière un discours de nos politiques très schizophrène. Ça veut dire que d'un autre côté, ils nous disent on vous comprend, vous n'avez pas de revenus, on vous tape dessus, on va tout faire pour, et puis derrière, on nous met des normes, on nous remet des réglementations en plus qui, finalement, beaucoup moralement, nous impactent. Alors, juste pour vous illustrer en quelques slides un petit peu les demandes des Français d'avoir de plus en plus un comportement adapté un petit peu à la société, donc c'est-à-dire de mieux consommer, faire attention à leur alimentation. Donc voilà, sur les quelques slides, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit les préoccupations de bien avoir l'origine des produits, la saisonnalité, le respect de l'environnement, les conditions de production. Il y a une résolution que vous avez passée avant, je discutais justement avec les jeunes. Il y en a une qui a été proposée sur l'origine, tout ça.
on aurait pu voter exactement la même, mot pour mot en France, elle aurait été aussi adoptée à l'unanimité. Donc voilà, il y a des choses vraiment communes que l'on a entre nos deux pays. Les habitudes alimentaires des Français aussi, elles changent. Voilà, plus de produits frais aussi, souvent des produits locaux avec des labels de qualité. Donc ça, c'est très important. Il y a une très grande campagne en France là-dessus. Mais il y a quand même surtout quelque chose que les gens aiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le prix bas. Ils sont d'accord pour avoir du goût, du plaisir, de la saisonnalité, des conditions de production très bonnes, les origines des produits, le respect de l'environnement, mais pour 55% des Français, ce qui les guide surtout, c'est le prix. Et donc, nous, ce que l'on essaye de faire comprendre aux Français, c'est que plus vert, on peut faire, mais ce sera aussi plus cher. Et que voilà, quand on leur demande quelle part du budget vous allouez, il n'y a que 20% du budget de la famille qui est alloué à l'alimentation, alors que dans les années 60, c'était plutôt 35%. On a des personnes en France qui préfèrent acheter des vies sur Candy Crush, d'avoir le dernier iPhone à 1 200 €. Donc, plutôt que de s'acheter de la viande de qualité, des produits de saison, qui finalement va leur coûter que 5 à 6 € de plus par mois. Et finalement, ils ne font pas cet effort-là. Ils demandent à nous de faire l'effort pour avoir les mêmes choses. Et ça, c'est quelque chose que les agriculteurs français n'acceptent plus et n'accepteront plus par la suite. Alors ça, c'est... alors je ne sais pas si vous avez la même chose au Québec. Alors l'OFPM, c'est l'Observatoire français des prix et des marges. Donc c'est-à-dire qu'il s'occupe d'étudier sur 100 € ce qui est réparti sur la chaîne alimentaire. Et en fait, on voit que seulement 6,50 € reviennent aux agriculteurs, alors que vous avez les différents décompositions ici, là, voilà, entre les importations qui viennent des importations des autres pays, ce qui va pour la restauration, pour les services, le commerce, et puis aussi les taxes. Vous voyez que finalement, sur 100 €, il y a plus de taxes que d'argent qui revient aussi aux producteurs. Donc c'est aussi un vrai souci sur nos exploitations. Alors on a eu pour objectif, et le président Macron l'avait mis dans son programme, de rendre du pouvoir d'achat et du revenu aux agriculteurs. Alors il y a 1 an, presque 2 ans maintenant, oui ça fait 2 ans maintenant, a été lancé les États généraux de l'alimentation. Alors nous, on voulait les États généraux de l'agriculture, lui voulait de l'alimentation. On avait 4 objectifs dans ces États généraux. Relancer la création de valeur et en assurer l'équitable répartition, permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement d'un prix juste, accompagner la transformation des modèles de production et promouvoir le choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable. Alors on y a passé du temps. Voilà, Jeunes Agriculteurs était présent dans chacun des dossiers. Ça représentait à peu près 150 réunions en l'espace de 3 mois, des élus mobilisés sur chaque feuille de route. Et donc du coup, on a bien travaillé avec les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs aussi. Et on a eu 3 vraiment résultats concrets. On a demandé des plans de filière, donc chaque filière, grande culture, viticulture, maraîchage, volaille, porc, a rendu un plan de filière pour redonner plus de valeur aux producteurs. Donc les plans de filière, il y avait la production, la transformation, les distributeurs qui étaient là pour se mettre autour de la table et mettre en place plus de revenus et une alimentation saine, sûre et durable. On a fait évoluer le cadre législatif. Il y a une loi qui a été votée, la loi Egalim, qui a été votée l'année dernière pour justement rééquilibrer le pouvoir de négociation dans les négociations commerciales. Donc chez nous, elles ont lieu là en ce moment en novembre et vont se terminer février-mars. L'année dernière, on a commencé à avoir les premiers résultats. Ils n'étaient pas très bons. Les distributeurs ont plutôt demandé une baisse du prix aux producteurs de l'ordre de 10%, alors que normalement, ça aurait dû être l'inverse. On aurait dû avoir une hausse de 10% du prix, et ça a été un vrai échec. Et donc nous, on y croit encore. Donc on a, pour ça qu'on a fait quelques manifestations ces temps-ci sur le sol français pour justement faire évoluer ce cadre. Et ce qu'on a demandé, c'est aussi plusieurs feuilles de route du gouvernement sur le grand plan d'investissement. Emmanuel Macron nous a promis 5 milliards au début de son mandat pour relancer l'agriculture française.
je ne vous cache pas que les 5 milliards, j'espère qu'on les aura avant la fin de mandature, parce que pour le moment, on n'a pas trop vu la couleur. Il y a tout plein de monde qui veut s'occuper des 5 milliards. Quand il y a de l'argent, tout le monde veut la distribuer. Sauf que les agriculteurs n'ont pas encore vu la couleur. Et donc ça, on a demandé vraiment une feuille de route claire. Alors, j'ai passé un petit peu de temps du coup sur les états généraux, parce que vous m'avez demandé d'expliquer un petit peu pourquoi on avait mis 1000 tracteurs autour de Paris la semaine dernière. C'est aussi pour répondre à cet enjeu-là, c'est-à-dire l'application des états généraux de l'alimentation. Les agriculteurs français, ils n'acceptent plus d'avoir vraiment ce coup de massue des distributeurs. Ça fait 50 ans qu'on se fait tondre la laine sur le dos. On n'est pas des moutons. On veut bien répondre aux défis environnementaux, alimentaires. Mais les agriculteurs français, un suicide tous les 2 jours. Enfin, voilà, ça parle quand même, hein, ça on n'en parle pas trop dans les médias. C'est quand même important. On a besoin de les accompagner. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que quand ils vont à la grande surface et qu'ils achètent un produit en promotion, derrière, c'est un agriculteur. C'est un agriculteur souvent qui souffre, qui s'est mis aux normes, qui dépense de l'argent pour que, en France, on n'a plus de famine. Les gens vivent sainement. Alors, hier, on a eu le fait que de temps en temps, les jeunes Français mangeaient de la pizza au petit-déj, je vous rassure. La plupart ne mangent pas que de la pizza au petit-déjeuner, ils mangent encore du pain, du beurre, avec du lait, du chocolat. Et nous, on leur assure ça. Et les gens commencent un petit peu à prendre conscience, et c'est aussi pour ça qu'on voulait les interpeller avec nos mobilisations. Et ça passe bien. On n'a pas eu de problème avec la police. Alors voilà, mettre 1000 tracteurs autour de Paris avec des bouchons sans avoir de casse, de problèmes, d'accidents, voilà, ça a été reconnu par à la fois la force politique, et ils savent que quand les agriculteurs en France y sortent et qu'on arrive à mettre des mouvements d'ampleur, il faut qu'on ait des résultats. Quand on a commencé à tenir 2-3 jours sur des dépôts pétroliers il y a 1 an et demi, ils ont peur quand même. Alors voilà, c'est quand même un peu notre force aussi du réseau, c'est que derrière, on a vraiment cette force-là. Ils savent qu'on le fait dans de bonnes conditions, qu'on ne casse rien. Alors de temps en temps, ça arrive quand même, quand on est un peu trop énervé. Voire des fois un peu trop alcoolisé quand ça dure sur 2-3 jours. Parce qu'il faut quand même bien qu'on mange et qu'on boive, et généralement on a des bons produits en France, et on se les partage aussi entre nous sur les piquets de manifestations. Donc c'est assez important pour nous, et c'est vraiment important que vous sentiez aussi un petit peu la détresse des agriculteurs. Voilà, j'y reviendrai sur 2-3 slides d'après aussi, il y a encore quelques points. Notre travail aussi au quotidien sur le renouvellement des générations. Alors j'en ai parlé un petit peu, c'est quand même assez important. J'en a un petit peu abordé quelques points là, pendant les débats. Voilà un petit peu comment se structure l'installation d'un jeune en France. On a créé il y a maintenant 10 ans, ouais, on va bientôt fêter les 10 ans du point accueil installation. Alors moi, je n'ai pas fait ce dispositif-là, je suis trop vieux. Mais voilà, on a un point accueil installation, c'est-à-dire que n'importe quel jeune, qu'il soit fils d'agriculteur ou pas, qui a un projet d'installation, vient à ce point accueil installation et prend les renseignements nécessaires pour s'installer. Les aides auxquelles il a le droit, la formation qu'il faut pour avoir droit à ces aides, faire un auto-diagnostic de compétences. Voilà. Tout est fait, il passe 1 à 2 heures avec la conseillère installation qui lui dit ce qu'il peut faire sur son projet. Alors dans mon département, c'est à peu près une centaine de jeunes qu'on accueille pour au final 30 à 60 installations par an. Donc vous voyez qu'il y a un peu de perte en ligne. Il y a des fois des gens qui veulent faire ça dans leur jardin. On leur dit qu'il faut peut-être un peu plus qu'un jardin pour pouvoir vivre avec des légumes. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent. Une fois qu'ils ont leur projet d'installation, ils ont leur plan de professionnalisation. Donc là, c'est à la fois un plan économique, mais aussi un plan de formation pour les aider à gommer les quelques lacunes qu'ils ont sur leur projet, que ce soit sur de la mécanique, de la gestion, de la technique. Une fois qu'ils ont ça, ils ont vraiment leur plan d'entreprise, là vraiment très économique, sur une vision à 5 ans, et ce que sera leur ferme économiquement dans 5 ans si leur projet est viable. Ensuite arrive l'installation avec toutes les autorisations d'installation, le déblocage des aides, le démarrage d'activité. Donc là, des fois, c'est un petit peu compliqué. Et une fois qu'ils sont installés, en fait, on ne les lâche pas dans la nature. On continue à les suivre pour justement éviter les problèmes réglementaires qu'ils pourraient avoir, et aussi qu'ils soient encore présents 10 ans après. On a un taux de réussite de 98-99%, que 10 ans après leur date d'installation, on a encore les agriculteurs qui sont présents.
Donc voilà sur la mobilisation syndicale, donc voilà l'agribashing, les distorsions de concurrence et puis les accords de libre-échange. Alors les accords de libre-échange, au début quand je suis venu ici, je me suis dit, voilà, ça va être compliqué, parler du CETA au Canada, puis on m'a dit, mais non, en fait ici c'est pas que le Canada, c'est aussi le Québec. Et en fait je m'aperçois que on a à peu près les mêmes problématiques. C'est que finalement, je me rends compte que vous n'étiez pas forcément très, très partant pour des accords de libre-échange, notamment avec l'Europe. Voilà. Puis surtout le Mercosur, je pense que sur le Mercosur, on va se retrouver quand même plutôt bien. Et nous, notre volonté chez JA sur ces accords de libre-échange, c'est que certes, on peut faire du commerce, mais nous, on veut que les denrées agricoles, elles soient sorties de ces accords de libre-échange et que ça se fasse de façon loyale, qu'on soit sur les mêmes cahiers des charges. Voilà, quand on a des substances, nous, qu'on nous interdit en France, sur des lentilles, sur d'autres produits, sur du bœuf qui peut être aux hormones, on ne peut pas se battre, nous, avec ces produits-là. Et puis finalement, les consommateurs, ce n'est pas ce qu'ils demandent. Et finalement, on fait croire aux consommateurs que ce qu'ils mangent, ça va être super sain, que ça répond au cahier des charges français, alors que finalement, ce que l'on importe sur le territoire européen et puis forcément sur le territoire français, ça ne respecte pas notre cahier des charges. Et nous, c'est ce qu'on veut. On n'est pas contre la concurrence. On est d'accord qu'il faut faire du commerce international. Nous aussi, on a aussi besoin d'exporter nos produits. Mais par contre, il faut que les gens en aient connaissance de cause, que ce soit étiqueté. Enfin voilà, moi, ça me dérange pas que les gens aient envie de manger du bœuf brésilien, du bœuf d'Argentine. Voilà, des produits qui viennent aussi du Canada, mais il faut que ce soit étiqueté et qu'on en ait connaissance de cause. Moi, par exemple, on en discute beaucoup, mais je trouve ça normal que s'il y a du sirop d'érable qui est vendu en France, il soit estampillé Canada. Enfin, Québec aussi, parce que je vous dirais mal, si on arrive à faire du sirop d'érable en France, je me dirais que finalement, certes, c'est bien parce que c'est local, mais ce n'est pas l'origine du produit. Et ça, nous, on y est attaché. On est attaché à ce que les agriculteurs ont créé sur leur territoire aussi. Et voilà, on est vraiment attaché à ça en France et de pouvoir mieux étiqueter nos produits et de savoir ce que l'on mange et d'où ça vient. Ça, c'est très, très important pour nous. Bon, voilà sur le contexte économique français. Alors, ça a peut-être été un petit peu morose le début de mon intervention, mais on a quand même aussi à cœur de montrer ce que l'agriculture française fait de bien, fait de beau pour son territoire, que la France, elle est ce qu'elle est, sa gastronomie, elle est ce qu'elle est. Elle est célèbre dans le monde entier, pas parce qu'on a des grands chefs étoilés, mais aussi parce qu'on a des agricultrices, des agriculteurs sur le territoire qui travaillent bien et qui font des produits d'exception. Et en tant que syndicat, on a toujours un peu cette image de syndicat qui nous colle à la peau. On manifeste, on n'est pas content, on veut faire de l'agriculture intensive, des fermes industrielles. Et on s'est rendu compte que finalement, ce serait bien de faire porter notre voix par quelqu'un d'autre et par une autre structure. Et donc, on a décidé, il y a 4 ans maintenant, de créer un fonds de dotation qui s'appelle Terre Innovante. Donc, c'est un fonds de dotation où on regroupe plusieurs acteurs qui ont soit des liens avec l'agriculture ou un petit peu moins. Et on s'est fixé 3 missions. Promouvoir le métier d'agriculteur, valoriser l'agriculture et le métier d'agriculteur, et favoriser les innovations dans le domaine agricole. Alors, les 2 premiers, vous voyez assez bien ce que l'on peut y faire. Et puis l'innovation, on s'est dit, si on veut avoir des partenaires fiables, il faut aussi qu'on leur montre qu'on veut aller de l'avant, qu'on ne veut pas rester simplement sur ce qu'on sait faire et sur innover. Et l'innovation, on la voit notamment on a plusieurs initiatives sur le sol vivant, sur des démarches de commercialisation un peu innovantes. Et donc, on a été chercher des partenaires sur lesquels, alors, ça peut vous choquer, enfin, puis en France, des fois, ça choque aussi un petit peu. Alors, Crédit Agricole, c'est la banque agricole française avec d'autres, mais on va dire que c'est elle qui a la majeure partie du marché. Carrefour, alors c'est un distributeur, et ça ne nous empêche pas d'aller lui taper dessus quand il y a besoin, mais d'être aussi un de nos partenaires pour promouvoir aussi l'agriculture française. Total, on lui a bloqué les raffineries, mais pourtant... on lui a bloqué pendant 3 jours, notamment sur l'huile de palme et tout ça. Donc c'est aussi un de nos partenaires. Et puis on a aussi l'entreprise Nestlé et RHT Semences. Donc c'est des partenaires qui nous aident. Et on s'est fixé comme objectif de collecter 3 millions d'euros sur 3 ans. On n'a pas tout à fait atteint l'objectif. On est
pas très loin d'y parvenir. On est plutôt, on va dire, à 500 600 000 euros par an pour le moment qu'on arrive à lever. Donc on est en train de rechercher des nouveaux partenaires. Et donc l'avantage de ces entreprises-là, c'est qu'avec un fonds de dotation, elles défiscalisent aussi leurs revenus. Alors bon, au total, ils y défiscalisent assez par ailleurs, hein, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est plutôt un partenariat de longue date qu'on a avec eux. Mais notamment des sociétés comme Nestlé et RAGT, ça les intéresse de pouvoir aider l'agriculteur et les jeunes agriculteurs français et d'avoir en échange cette réduction d'impôts et puis surtout d'avoir des projets innovants, c'est quand même assez important. Et justement, en matière de projets, on a eu une grande campagne de communication qui s'appelle Nourrir le futur. Alors là, vous voyez un petit peu les banderoles et puis vous avez aussi ici un affichage dans les stations de métro qui ont eu, pendant la semaine du Salon de l'agriculture français, le Salon international, où il y a à peu près pas loin d'1 million de personnes qui y vont tous les ans, on a eu cet affichage où on voulait mettre en valeur ce que faisaient les jeunes agriculteurs. Donc là, les 10 profils que vous avez, ils avaient une affiche chacun. Il y en a qui font de la ferme pédagogique, il y en a qui font de la viande locale, des initiatives aussi pour former des jeunes, de la biodiversité, préservation de l'environnement. Et donc, chaque profil avait un petit texte pour accrocher le patient et puis aller voir, avec le hashtag Nourrir le futur, de voir un petit peu justement ce que tous les agriculteurs faisaient de bien. On a eu aussi un petit spot télé qui est passé, donc on a fait à peu près 1,7 million d'audience télé, 6 millions de personnes dans le métro hein, qui sont touchées pendant une semaine, et puis tout ce qui était Twitter et Facebook, à peu près 100 000 personnes, des retweets, des partages. Et donc là, du coup, on a une audience cumulée de 7,8 millions de personnes. Donc voilà, on a vraiment mis le paquet sur une semaine. Alors là, après, peut-être quelque chose qu'on a toujours cherché à faire, mais qu'on n'avait pas les financements, et grâce à nos partenaires, on a pu le financer. On a créé une web-série qui s'appelle Et en vrai, qui va se dérouler sur plusieurs saisons. La saison 2 est en cours de production. On espère pouvoir la sortir pour le salon 2020. Et donc, on a fait 3 vidéos. Alors, je ne vais pas vous passer les trois d'un seul coup, mais le but, c'était vraiment de partir d'une exploitation d'un jeune, pas forcément atypique, mais finalement de ce qu'est la réalité d'un jeune agriculteur aujourd'hui, et d'en discuter avec des passants via un micro-trottoir et de montrer une petite web-série. Donc, plutôt que de parler, on va vous diffuser donc l'épisode 1 de Guillaume et puis celui de Valentine. Donc, le format, c'est 1 minute 30, 2 minutes par vidéo. Un agriculteur. Alors... Il est isolé, il est seul. Il travaille 24 heures sur 24. Il a les pieds dans la glaise. Qui ressemble à José Bové. Il a tout appris de son père. Ils ont peu de temps libre, mais ils peuvent aller au foot. Alors, moi c'est Guillaume Fèvre, je suis en GAEC avec mon papa depuis 3 ans. Avant de m'installer, j'ai fait un BTS agricole, un BTS production animale. J'ai travaillé 5 ans au service de remplacement. Après, je suis parti voyager un peu aux États-Unis où j'ai fait pas mal de choses. Je suis allé dans un ranch, un gros truc. Je suis revenu ici et puis je savais que c'était bon pour moi, il fallait que je m'installe, quoi. À 26 ans, je me suis installé. Voilà. Alors vous voyez l'installation de Guillaume. On a voulu aussi montrer par cette vidéo que l'agriculteur, certes, il était dans sa ferme, il avait un parcours d'installation, mais aussi il faisait autre chose. Alors on voit les vidéos, dans la partie de la vidéo, un petit peu ce qu'il fait avec ses collègues jeunes agriculteurs. Donc vous voyez qu'ils boivent l'apéro, mais on ne fait pas que ça quand même. Hein. Ça, en local, on sait. Mais c'est quand même très important, c'est comme ça qu'on arrive à attirer les jeunes.
et voir aussi qu'ils ne sont pas enfermés, enfin voilà le micro-trottoir des gens qu'on en a, et puis on le verra aussi dans celui de Valentine après. Ils ont une image de l'agriculteur qui est pas forcément vraie. Ils ont un peu l'image d'il y a encore 40 ans, où finalement il était dans l'exploitation, il faisait que ça. Et là on voit qu'il va un petit peu voir ailleurs ce qui se passe. Et je vais vous proposer de passer aussi directement au reportage de Valentine, parce que Valentine elle est encore plus jeune que Guillaume, et puis vous allez voir un petit peu ce qu'elle fait. Un agriculteur. Alors, Il travaille seul. Sa vie, c'est dur. Très peu de relations. Il passe tout son temps avec ses bêtes. Il est loin de tout. Dans son temps libre, qu'est-ce qu'il peut faire? Regarder la télé? Il peut pas être chétif parce qu'il pourrait pas... Alors, je m'appelle Valentine, j'ai 23 ans. Je suis en co-gérance avec mon père d'une exploitation agricole maraîchère sur la commune de Hyères et on produit en tout 20 hectares de fruits et légumes. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est que j'ai la partie agricole, mais j'ai aussi la partie commerciale avec notre point de vente où on vend la totalité de notre production. L'hiver, avec mon père, on travaille avec 12 employés et l'été, on monte jusqu'à 26. Ça fait des très grosses équipes. En même temps, c'est un véritable challenge parce que j'ai 23 ans et qui ne rêve pas d'avoir sa propre entreprise et de gérer sa propre équipe. Voilà. Je vous laisserai aller sur YouTube pour voir le deuxième épisode de la série qui est avec Clément, qui lui est aussi prof dans une école, en plus de son métier agriculteur. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait avec le fonds de dotation, notamment en matière de communication grand public. Ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment pérenniser. On a fait une saison 1. Notre objectif, c'est vraiment de faire une saison 2, parce que nos partenaires, ça, ils adorent, parce que voilà, faire 300 000 vues, certes, c'est pas encore à hauteur de certains influenceurs, mais notre but, c'est vraiment de montrer la réalité de notre métier. Et finalement, on espère pouvoir vraiment pérenniser et faire un peu une mini-série de la vie d'un agriculteur sur son exploitation. Alors ensuite, il y a un événement qui nous demande beaucoup de temps et d'énergie en ce moment. Les 24, 25 et 26 avril 2020, pendant 3 jours, on va investir l'Hôtel de Ville de Paris. C'est assez emblématique pour nous parce qu'il y a eu quelques mois, il y a eu une manifestation qu'on appelle le collectif Les Coquelicots en France, qui va absolument bannir tous les pesticides et qui ont été semés des graines de coquelicots sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour sensibiliser les gens à dire qu'il faut arrêter tous les pesticides et qu'on allait tous mourir et qu'on était des pollueurs et des empoisonneurs. Et donc on s'est dit, on va faire quelque chose à destination des Parisiens, mais pas que, de l'ensemble de la population française, au centre de Paris, où on va reconnecter l'alimentation, la gastronomie et les agriculteurs. On a appelé ça les toqués de l'agriculture. Voilà, on fédère l'ensemble de notre réseau. Donc les 14 régions que je vous ai présentées avant, elles vont avoir des petites guitounes en bois, où justement, ils vont présenter avec un chef dans chaque région des produits et un repas qui va avec, un plat qui va avec, pendant 3 jours. Et les gens pourront aussi acheter les produits de la région qui seront là. Alors voilà, ça va du comté, de l'andouillette,
du rosé, du Languedoc, du champagne, enfin voilà, tous les produits que l'on peut avoir sur notre territoire. On va falloir sélectionner parce que voilà, le pays aux 1000 fromages, on ne va pas avoir vocation à vendre les 1000 fromages d'un coup, mais vraiment à montrer ce lien alimentation, producteur et gastronomie. On va avoir un échange avec les visiteurs, c'est ce qu'on veut. On veut vraiment reconnecter la population avec nous et vraiment les fédérer et remettre un petit peu la confiance des citoyens envers leur alimentation et avec la production. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez rapide, mais complet en même temps. Voilà, je préfère vraiment qu'on ait aussi un petit peu de temps ensemble pour que vous puissiez me poser des questions, essayer d'y répondre du mieux possible. Voilà. Encore vous redire que je suis vraiment très heureux d'être là parmi vous. Je rêvais de venir au Canada et au Québec aussi depuis longtemps. C'est chose faite, donc je vous remercie de nous avoir invités. C'est vraiment, vraiment très gentil. Puis du coup, vous m'avez mis l'eau à la bouche. Et puis j'ai quelques collègues qui là sont à l'UH m'ont envoyé quelques messages me demandant si ça allait. Je leur ai dit qu'il faisait froid, mais il fait aussi froid en ce moment chez nous. Pas autant que chez vous, mais c'est très bien. Donc voilà, ça je pense que l'on reviendra. Et moi c'est sûr, je reviendrai. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions taboues. Donc voilà. Merci à tous. Et puis reste à la discussion. OK, on va prendre les questions. Micro numéro 1. Ouais, moi, j'ai 2 questions. Pierre-Maurice Gagnon, président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec. Ici, la forêt privée, c'est proche de l'agriculture, c'est ensemble. Bon, ma question est que j'ai 2 chiffres qui m'intriguent. 6,5 des agriculteurs européens ont moins de 35 ans. Et d'ici 10 ans, un agriculteur sur 3 partira à la retraite. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, je suis bien inquiète. Tu sais, j'écoute t'entendre la télévision, TV5, puis l'acceptabilité, agri-bashing, que tu appelles. Moi, j'appelle ça de l'acceptabilité sociale. C'est parce que j'ai écouté le coq Maurice, il a eu de la misère, hein? Il a fallu qu'il se défende tout seul. Le coq Maurice, il chantait, bien, il a gagné son point. Fait que je sens que vous avez des problèmes dans le milieu rural aussi. Fait que c'est mes 2 questions. Mais il a gagné le coq, je pense, hein? Il va-tu en appel? Ben quoi, non? Non, ça... Continue. C'est bon. Alors, ouais, peut-être le petit lien avec la forêt, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la forêt, en ce moment, prend de plus en plus de place dans les exploitations agricoles. On a beaucoup de développement de forêt. Alors, on a quelques exploitations aussi qui font de l'agroforesterie, donc des arbres plus des cultures entrent. Donc, c'est un lien qui commence aussi un peu plus à faire, qu'on avait perdu avec la forêt, que l'on commence à reprendre. Sur les 2 questions, il y a que pour le moment, en fait, on a une population européenne qui vieillit. Alors, on a les 1/3 qui vont partir dans les 10 ans. Puis après, il y a tous ceux entre 35 et 55 ans. Bon, l'âge de la retraite va certainement aussi reculer, mais en agricole, ça on a l'habitude. On part déjà en retraite beaucoup plus tard que les autres. Donc du coup, en fait, on a vraiment cette pyramide des âges qui est très faible à la base. Donc les 35 ans, enfin en dessous de 35 ans. Donc là, on est vraiment très peu. Et en fait, tout le reste, il y a vraiment ce 1/3 qui va partir dans les 10 ans. Et puis quand on sera à l'échéance des 10 ans, on va certainement encore se retrouver sur des populations vieillissantes. Donc c'est vraiment cet enjeu-là qu'on a de repérer ces personnes qui vont partir à la retraite. Et il y a 2 possibilités. Donc soit ça part à l'agrandissement, soit on installe des jeunes. Et nous, ce que l'on veut, on considère qu'on a quand même assez perdu d'agriculteurs. On est plus de 430 000, 450 000 en France. Et donc il faut qu'on arrive dans des départements à faire un départ pour une installation. Et ça, c'est un grand défi. On a un système qui doit pouvoir nous permettre en France. Et sur l'agribashing, en fait, on a une déconnexion entre le monde citadin et le monde rural. C'est-à-dire que les citadins, c'est pour ça aussi que dans la série En vrai, on le montre, ils ne savent plus comment on travaille sur les exploitations. En fait, il y en a qui pensent qu'on peut arriver à travailler comme il y a 50 ans, quoi. Ils pensent qu'on peut ressortir la charrue et les bœufs, et puis moi, travailler mes 225, 250 hectares que j'ai, avec la charrue et les bœufs. Bah, on peut peut-être, ouais. Moi, petite perso, j'ai pas envie. Puis il faut embaucher de la main-d'œuvre, quoi, parce que si on change, et puis il faut trouver les gens, quoi. Actuellement, ne serait-ce que pour faire des travaux très simples de triage de pommes de terre, on ne trouve pas la main-d'œuvre. Donc en fait, les gens pensent qu'en faisant comme ça, en 6 mois, on va changer complètement le modèle agricole français.
et nous disent, bah voilà, faut arrêter les poules en cage, faut faire que de la poule en plein air, faut faire que du bio, enfin voilà, mais ils se rendent pas compte des changements qu'il peut y avoir. Et quand on leur dit, bah à ce compte-là, si nous on revient 30 ans en arrière, et ben on enlève les iPhones, on enlève les moyens de transport, vous achetez des chevaux, des calèches, et puis on en reparle après, quoi. Et finalement, les gens, quand on leur dit ça, ah bah ouais, d'accord. Et puis on leur dit, il y a 30, 40 ans, demandez à vos grands-parents à la sortie de la guerre comment ils faisaient pour conserver les aliments. Il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas d'électricité. Et finalement, quand on leur parle de ça, bah oui, et puis bah, les gens ne sont pas malades à cause de l'alimentation, ils sont malades parce que ils se mettent en mini-short l'été, enfin ils s'habillent n'importe comment, ils vivent n'importe comment. Et donc du coup, ils sont malades, mais finalement pas à cause de l'alimentation. Et si justement ils avaient une alimentation plus saine, plus locale, avec des valeurs nutritives correctes, bah, finalement ils seraient moins malades. Enfin voilà, on n'a jamais eu de mort de scandale alimentaire. Alors que sur d'autres situations, il y a plus de morts. Donc finalement, il faut que l'on reconnecte cette population avec nous. C'est bien. Et on a 4 personnes au micro. On va prendre ça parce que naturellement, on a le temps. Micro numéro 2. Oui, André Roy. Une question à 100 €. On a une expression québécoise comme ça, 100 €. Tu n'as pas eu le temps de nous parler probablement de la politique agricole commune avec laquelle vous vivez en Europe. Ça a été quoi les conséquences de la mise en application de la politique agricole commune? Okay. Ouais, rapidement, les conséquences de la PAC, c'est une baisse du nombre d'agriculteurs, quoi. Enfin, ma maman, elle est partie en 2015 en retraite, je ne l'ai pas remplacée, quoi. Du coup, les 250 hectares, je l'ai fait tout seul. En entraide, pas mal. On a compensé un petit peu comme ça. En fait, la PAC devait structurer les exploitations agricoles. Elle les a complètement déstructurées, spécialisées dans certains secteurs. Donc, il faut qu'on trouve le système, et on ne le trouvera encore pas là parce que tout le monde veut rester figé, pas perdre ses aides, tout ça. En fait, il faut refonder la PAC. Il faut qu'elle soit commune. On est en train de la déliter. Alors, on nous dit, oui, bah, les Anglais s'en vont de l'Europe, on enlève 1 milliard. Bon sang, 1 milliard sur 27 pays, quoi. Ils ne sont pas capables de s'entendre entre les pays pour remettre 1 milliard au pot commun, alors que c'est un enjeu quand même important. La PAC, ça a fondé l'Europe. Ça a fait qu'il n'y a plus de guerre entre les pays. Ça a vraiment fondé l'Europe et nos politiques ne le comprennent pas. Et dans les autres pays, bah voilà, l'Europe, certes, elle est à 27, et bah, il faut qu'on arrive à la construire. On est nombreux, on doit pouvoir peser. Et en fait, on signe des traités de libre-échange, on nous demande mieux, mais on nous enlève du financement. Donc voilà, les conséquences de la PAC, c'est purement et simplement une diminution du nombre de paysans. Donc il faut qu'on arrive à relever de nouveaux défis là-dessus. Merci. Micro numéro 3. Oui, bonjour, Marie-Chantal Hout, productrice de lait de brebis et fromagère. Concrètement, les gouvernements en France, je vais m'adresser surtout pour la France, là, est-ce qu'ils vous aident avec des aides financières, les jeunes en agriculture? Et si c'est le cas, c'est quoi votre point de vue à ce niveau-là? C'est-à-dire, si vous n'aviez pas d'aide, si vous en obtenez, est-ce que vous seriez en agriculture ou non? Ça, c'est une bonne question. Alors, les aides financières pour les JA, oui, on en a. Et ça, là-dessus, je pense que c'est le travail que l'on fait depuis qu'on a créé notre syndicat. On a toujours... alors on est le seul syndicat jeune en France, et c'est bien. Et du coup, ouais, on a réussi tous les ans un petit peu à améliorer le système. Alors des fois, on a perdu des aides, mais on en a eu d'autres en compensation. Actuellement, un jeune qui s'installe, s'il fait bien son dispositif d'installation, comme je vous l'ai montré, il a une dotation de à peu près minimum 11 000 €, et ça peut monter jusqu'à, dans certaines régions, 60 000 – 70 000 € en fonction de ce qu'il fait. Est-ce que c'est une seule aide ou est-ce que c'est récurrent à chaque année? Alors, c'est qu'une seule aide quand on s'installe, et puis après, il y a des aides qui se font pendant les 5 premières années, des réductions d'impôts et puis des réductions de cotisations sociales. Au global, si on prend sur les 5 ans, on estime, moi j'ai fait à peu près l'estimation à l'époque, alors moi j'ai eu 8 000 € à l'époque, ce n'était pas un système aussi avantageux qu'actuellement, mais moi j'estime que sur les 5 ans, j'ai eu à peu près 50 000 – 60 000 € d'aide pour étaler sur l'année, plus après des fois des ristournes sur les prêts bancaires, mais là ça dépend aussi un peu des entreprises, et puis aussi des fois les coopératives, les autres productions nous aident. Donc voilà, et si on ne les avait pas, on aurait certainement moins d'installation. Moi, je me serais installé, mais j'aurais mis beaucoup plus de temps
avoir un petit peu de revenus, et puis surtout à pérenniser plus facilement dans l'exploitation. Donc ça, en gros, chaque fois que le gouvernement essaye de toucher à l'installation, on a une expression qui s'appelle qui s'y frotte s'y pique. Quand ils s'y attaquent, ça pique fort pour eux, quoi. Donc voilà. Merci. Bien. Micro numéro 5. Oui, Stéphane Bisaillon. C'est dommage que le micro numéro 3 ne nous a pas ramené sa petite histoire du fromage. J'aurais aimé ça avoir la version de notre collègue français sur l'impact des fromages étrangers qui rentrent dans notre pays et venir débalancer des pays ailleurs, mais ce sera pour une prochaine fois. C'est toi, cet avant-midi, qui a parlé de ça? Oui. Et moi, je voudrais savoir, la PAC, là, est-ce que ça fait la job en France? Les aides, les subventions agricoles, me semble que vous êtes toujours... là, c'est quoi, là, depuis les 2-3 dernières semaines, là, 1000 tracteurs sur Paris, combien sur Berlin et en Lituanie? Là? Il y a un malaise, là? Oui, il y a un gros malaise en Europe. C'est ce que je vous disais, ils veulent baisser le budget de la PAC. Donc forcément, tous les agriculteurs européens se trouvent impactés. Et finalement, on voit que... alors, on a les Allemands. Alors, les Allemands étaient habitués à ce qu'ils sortent de temps en temps, à peu près comme les Français, eux aussi sur les normes environnementales, un peu comme nous. On a eu les Hollandais, et les Hollandais, c'est pas souvent qu'ils sortent. Ils sont très libéraux, les Hollandais. Ils sont pas trop embêtés avec la réglementation, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et là, ils sont sortis. Et ça commence... quand les Hollandais sortent, c'est que ça commence un petit peu à pas trop aller non plus chez eux. Et à mon avis, si ça continue, enfin moi c'est l'analyse que j'en fais, si ça continue comme ça, alors on a les Belges qui voudraient bien sortir, mais en fait ils voudraient qu'on aille avec eux, parce que on a des bons rapports aussi avec les Belges, et puis ils ont été accueillis ici il n'y a pas très longtemps. Et je pense que si on se met à sortir avec les Belges, je pense que ça sera direction Bruxelles, et du coup les Hollandais qui sont pas très loin vont venir, les Allemands aussi, puis les pays de l'Est aussi. Et du coup, comme les subventions agricoles, elles diminuent, c'est un vrai impact quand même pour toutes les exploitations là, européennes. Parce qu'on nous en demande plus, les règles, et finalement, on nous en donne moins. Là, il y a un Green Deal qui sort, rendre encore un peu plus vert toutes les politiques européennes, dont la politique agricole. Et il y a vraiment des grosses craintes là-dessus. Et finalement... on nous dit, c'est pas grave, c'est le marché qui va vous rémunérer, quoi. Sauf que le marché, pour le moment, le verdissement, il ne paye pas, quoi. Parce qu'on se retrouve avec des produits qui sont en concurrence. Le blé ukrainien sur lequel moi je suis en concurrence directe, on a été une fois en Ukraine, je comprends pourquoi on n'est pas compétitif, quoi. Pour essayer de voir quelque chose de transparent chez eux, c'est impossible. Ils peuvent venir chez moi, j'ai 15 ans de fiches parcellaires, où ils peuvent remonter 15 ans en arrière sur ce que j'ai mis sur mes terres. Donc, le coût n'est pas le même, et du coup, c'est ce que les agriculteurs européens ont en ce moment du mal à accepter. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, mais en fin de compte, on a le même problème ici en Amérique. On vit c'est similaire, où votre voisin, c'est l'Ukraine, ces choses-là. C'est que moi, je pense qu'on s'est déshabillé à l'OMC avec... Il fallait avoir des programmes verts et tout ça. Puis c'est la classe ouvrière mondiale qui paye le prix. Et tu viens nous témoigner la même chose qu'on vit ici. On devrait travailler mondialement pour régler ce problème-là, puis que chaque pays soit se nourrir lui-même. Ouais. OK. Je suis d'accord. OK, je vais prendre les deux dernières questions. On va les prendre, puis Baptiste va répondre aux deux. Ouais. Micro numéro 2. Oui, bonjour, monsieur. Ici, une des barrières importantes à la relève agricole, c'est l'accaparement des terres par des sociétés financières, qui fait que les terres ont monté, les prix des terres ont monté d'une façon vertigineuse. Alors, ce que j'aimerais savoir de vous, est-ce que vous subissez cette même attaque de financiarisation des terres? Merci. Merci. Micro numéro 3. Je trouve bien ta présentation, mais ce que je trouve d'assez extraordinaire, c'est qu'on a exactement les mêmes problèmes. Si demain matin, l'Europe et l'Amérique décidaient de se promener au même moment avec les mêmes risques dans les rues ou juste fermer les épiceries juste une journée, peut-être que le vent changerait de sens. On réalise qu'on a exactement les mêmes problèmes, mais on ne réagit pas tous en même temps. Mais si demain matin, on décidait de fermer l'ensemble des épiceries juste une journée, on ne mourra pas, puis il n'y a personne qui va en mourir.
Je me demande si on n'aurait pas davantage d'écoute. Ouais. La dernière est vraiment bien comme question. Les autres aussi, hein, mais j'aime bien la dernière. Sur le foncier agricole. Alors, chez Jeunes Agriculteurs, ça apparaît pas dans la présentation, mais le foncier, on y travaille depuis longtemps. On a ce problème de financiarisation du foncier agricole. Ça a commencé vraiment à sévir fort dans le vignoble. On a beaucoup de Chinois, un petit peu d'Américains, mais pas pour les mêmes raisons. Les Américains, c'est vraiment pour le vignoble. Les Chinois veulent s'acheter une image. Ils achètent des crus dans le Bourgogne, dans le Bordelais, des trucs inimaginables. Les agriculteurs, enfin voilà, quand on leur propose ce prix-là, moi je comprends qu'ils vendent. Quand même pas un hectare à plus de 10 millions d'euros, c'est un truc énorme. Et donc du coup, dans les familles, ça pose des problèmes parce que les jeunes, pour y avoir accès, ils ne peuvent pas. Et donc là, nous, on a demandé une loi foncière depuis longtemps. Et donc on a eu une réponse d'Emmanuel Macron qui nous a dit on va vous la faire, il n'y a pas de problème. Donc c'est génial. Bon, on va la faire en 2022, juste avant que j'arrête. Comme ça, j'aurai pas le bébé à gérer parce que toucher au foncier agricole, enfin au foncier aussi français, c'est toujours délicat. Donc nous, on a des propositions. Alors on veut pas que l'État ils achètent toutes les terres et puis qu'ils mettent 100 hectares par personne. On veut quand même que l'accès à la terre soit quand même libre, mais il doit être quand même encadré. Et à chaque fois que c'est encadré, ça marche bien, sans avoir un cadre vraiment très strict. Mais au moins avoir des règles. Pour le moment, on les a, mais il y a toujours... Alors ça, c'est pareil. Je pense que chez vous, c'est pareil aussi. Mais en France, on aime bien, dès qu'il y a une règle, trouver la fenêtre qui est un petit peu entrouverte pour essayer de rentrer. Et même des fois, nous, les agriculteurs, on essaie de les trouver. Mais sur le foncier, il y a un vrai enjeu sur l'artificialisation des sols. On a de moins en moins de foncier disponible. La seule surface qui n'augmente pas en France, c'est la surface agricole. La surface en urbanisation augmente. La surface en forêt augmente. Et la surface en zone environnementale augmente. Donc on a un vrai sujet dessus. On a quelques propositions vraiment fortes à faire, mais oui, on a le même problème de société financière. Et sur le foncier purement agricole, on en a quelques-unes qui ont monté des gros projets de 1000 hectares, mais là on en a appris il y a quelques semaines qu'elles s'étaient cassées la figure, parce qu'elles pensaient que ça marchait comme les actions boursières, mais sauf que c'est du vivant dessus, donc c'est pas tout à fait pareil. Si on a les mêmes problèmes entre la France, le Québec et l'Europe, oui, on a le même. Nous, on a toujours voulu à l'OMC sortir les négociations agricoles, et ça c'est important. Et je me faisais la réflexion que plutôt que de se dire que le CETA c'était pas bien, il aurait fallu peut-être qu'ensemble on trouve les solutions pour dire à nos dirigeants le CETA signez-le, mais nous on va se débrouiller entre l'UPA, les JA, la FNSEA pour s'occuper de la question agricole. Mettez pas le nez dedans, on va s'en occuper, puis on va vous faire les propositions pour qu'on puisse faire du commerce agricole entre nos deux pays, pourquoi pas, enfin voilà, ça peut s'entendre, il y a peut-être des chemins à faire, mais en respectant les agriculteurs qui sont sur les territoires des deux pays. Alors là, on ne peut pas mettre en difficulté des pays africains, des pays d'Amérique du Sud aussi, parce qu'ils ont peut-être aussi des agriculteurs qui n'ont pas envie de signer ces accords là-bas sur les territoires. Et la production agricole, c'est une production locale. Elle doit se faire aussi en local. On peut y avoir des échanges internationaux parce qu'on ne peut pas tout produire non plus sur nos territoires. Voilà, nous, nos DOM, nos territoires d'outre-mer nous produisent des bananes. Il y a des pays en Afrique qui sont capables aussi de produire des produits que nous on a besoin et d'avoir des échanges internationaux et pas de la concurrence internationale. Vraiment des échanges sains et vraiment loyaux. Et puis je pense que même sur les autres sujets, en plus des échanges commerciaux, sur l'environnement, on a les mêmes problèmes, sur l'agribashing, et on a le même problème. Alors peut-être, je vous inviterai peut-être à venir un petit peu en discuter plus avec nous sur les intrusions dans les élevages, parce que c'est peut-être pas encore trop présent ici, mais nous, voilà, il y en a qui mettent le feu et qui nous traitent de nazis quand même. Il y a un jeune, il s'est fait incendier 3 poulaillers, et puis on lui a dit que c'était un camp de la mort et que c'était un nazi quand même. Donc c'est quand même assez fort, et ça c'est inacceptable. Donc voilà, il y a des choses qu'on a besoin de travailler ensemble, et je pense que la coopération internationale, voilà, Julie était venue au mois d'avril pour le sommet international des jeunes agriculteurs, et on s'est rendu compte finalement qu'il y avait quand même les mêmes problématiques à peu près partout dans le monde, et que finalement nos politiques nous disent non, c'est pas pareil, vous n'avez pas tous le même problème. Si les agriculteurs, il y a une chose auquel on se retrouve, c'est que souvent on a les mêmes problèmes, on a les mêmes difficultés, mais surtout on a une chose qu'on a besoin, c'est d'avoir du revenu et d'avoir aussi de la reconnaissance pour notre métier, parce qu'on fait un beau métier.
un métier que l'on fait avant tout avec passion, qu'on est capable de ne pas tirer de revenus et de continuer à travailler. Il n'y a pas beaucoup de métiers en France, en Europe, dans le monde, où on est capable de se dire pendant 2 ans, j'aime pas me tirer de salaire et de continuer à travailler. Voilà, nous en France, ceux qui ne se tirent pas de salaire de leur travail, ils se mettent au chômage et puis ils attendent que ça tombe tous les mois. Nous, on travaille pour les autres, quoi. Et ça, il faut que les gens, à un moment, le comprennent et qu'ils payent pour ça. C'est bon. Merci. Bien, merci, Baptiste. Mais là, tu sais, Baptiste, on est comme au foot. On a une prolongation. On rajoute un peu de temps sur les temps d'arrêt qu'on veut récupérer. Les gens ont amené une statistique. Et tantôt, je t'ai écouté, 1 suicide à tous les 2 jours. C'est quand même quelque chose, ça. Moi, je veux t'entendre. Je sais qu'il y a eu un film, Au nom de la terre, qui est sorti chez vous. Je voudrais avoir un peu tes impressions là-dessus. Et puis, cette statistique-là que tu nous amènes, est-ce que c'est juste en France? Est-ce que c'est en Europe? Parce que cette statistique-là, c'est vraiment parlant. Oui, c'est toujours difficile de parler du suicide en agriculture parce qu'à un moment ou à un autre, chaque exploitant y est confronté de près ou de loin. Alors, en Europe, on n'a pas les statistiques vraiment de savoir l'impact des suicides en Europe. Nous, c'est notre mutualité sociale agricole qui nous le rapporte. Et on a eu un écho médiatique avec Au nom de la terre. Et alors, j'ai pas eu le temps de le voir parce que voilà, j'ai eu une petite fille il n'y a pas longtemps. C'est pas forcément facile d'aller au cinéma avec mon épouse le voir. Mais tous ceux qui ont été le voir, certes, à la fin, c'est une histoire vraie d'un réalisateur qui est fils d'agriculteur et qui a monté son film parce que son père s'est suicidé en buvant des pesticides à la fin. Mais c'est vrai, il a avalé une quantité énorme de pesticides, mais il aurait pu prendre des médicaments. Et peut-être que là, on aurait dit que c'est l'industrie pharmaceutique, mais voilà. Ou alors, il se serait tiré une balle et ça aurait été de la faute des chasseurs. Mais voilà, nous, ce que l'on reprend ça a fait parler de notre métier, des difficultés de notre métier. Voilà, pour vous faire un petit peu le résumé du film, voilà, il est parti dans une exploitation de volailles, il s'est agrandi, système intégré, avec les coopératives, sans les coopératives après derrière, donc c'était assez... Mais ça montre aussi qu'à une époque, peut-être que nos entreprises n'ont pas su accompagner ces situations de difficultés financières. Ils se disaient, de toute façon, il y a le foncier, pas grave, il arrêtera, il va vendre la ferme, puis il va rembourser ses dettes, quoi. Sauf que quand un agriculteur, il vend sa ferme, il vend son patrimoine, on l'a vu tout à l'heure avec la famille que vous avez élue, et c'était très parlant, c'est des générations entières que l'on vend derrière. Moi, demain, si j'étais obligé de vendre la ferme, c'est 6 générations d'agriculteurs qu'on raye d'un trait. Et c'est quand même compliqué d'en parler. Et c'est vrai que c'est compliqué dans le milieu agricole d'en parler. Et on a du mal, même nous, en tant que responsables, parce qu'on se dit, ouais, mais si on en parle, on va parler sur le dos des morts. Et c'est compliqué, il ne faut pas trop qu'on en parle. C'est le milieu agricole, il faut que ça reste entre nous. J'ai toujours insisté sur le fait qu'il fallait qu'on en parle et que chaque fois qu'on avait l'intention d'en parler aussi sincèrement et d'expliquer les causes aussi. Et que quand je parlais tout à l'heure que le consommateur, quand il voulait acheter pas cher, il fallait qu'il se rende compte que derrière, c'était aussi un produit agricole. On avait émis l'hypothèse de se dire, lorsque vous achetez votre produit, vous mettez en danger l'agriculteur, et il y en a même qui voulaient aller jusque lorsque vous achetez à bas prix, vous tuez l'agriculteur. Et je pense qu'il faudra aussi peut-être qu'à un moment, on arrive à ces mécanismes pour faire prendre conscience aux gens que ce qu'ils achètent, ce n'est pas qu'une salade, qu'une baguette de pain, c'est aussi une famille derrière qui vit. Et c'est vrai que ce suicide, on a vraiment besoin d'en parler. Voilà, on en a moi, j'ai un ami qui s'est suicidé, ça allait super bien. On a toujours parlé des choses qui allaient bien. Personne ne s'en est aperçu. Et voilà, il avait été voir des copains l'après-midi. On avait fait une partie de nos études ensemble. On s'était aussi un peu perdu de vue depuis. Et puis voilà, un jour, on a reçu un message d'un de nos copains nous disant qu'il s'était suicidé. Et c'est vraiment... ça pose question, quoi, parce que même dans des situations où on sent que ça va bien,
et ben voilà, la personne, elle fait la chose la plus dure pour à la fois possible pour lui, parce que peut-être qu'on n'a pas su l'accompagner, mais aussi pour son entourage qui reste, parce que c'est quand même aussi difficile, voilà, pour la famille qui reste, de se dire, ben voilà, il faut aussi pérenniser l'exploitation, reprendre le boulot. Et ce que j'ai entendu, d'avoir un fonds de soutien pour les annonces du ministre qui ont été faites, d'avoir un fonds dédié pour le soutien des agriculteurs, et ben, j'étais content de le voir et de me dire que voilà, c'était aussi présent chez vous. Et ouais, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur médiatiquement d'en parler. Et aussi, enfin, voilà, nous, peut-être l'erreur qu'on a fait, c'est que médiatiquement, on n'a pas su se faire entendre, et aussi que les gens viennent nous, les agriculteurs viennent nous parler, parce que même si on est en difficulté, eh ben, c'est pas grave d'échouer. Il faut en parler, et surtout autour de vous, parlez-en, discutez aussi avec les personnes, parce que rien que le fait d'en parler, ça évite des fois de passer à l'acte. Et certes, c'est dur, mais aucun métier, aucune difficulté ne mérite que l'on perde la vie. On va te remettre un petit présent.